Leila Yousfi, je suis maître de conférence à l'université de Dauphine. Je m'intéresse à la sociologie des organisations. Voilà. Au fait, je me suis intéressée à l'UGTT parce que, pour deux raisons en fait. Je me suis intéressée à l'UGTT parce que c'est la seule organisation, ou c'est le seul espace d'action collective organisée qui est resté à l'abri de l'organisation. Donc ce qui m'intéressait d'abord, c'est qu'est-ce qui fait, quelle est l'identité de cette organisation-là, quelles sont les modalités de fonctionnement, quelle est la dynamique interne de l'UGTT qui lui a permis de résister à la dictature et d'être le refuge des mouvements sociaux à différentes périodes historiques. Deuxième élément qui a fait que je me suis intéressée à l'UGTT, c'est la passion autour du rôle de l'UGTT. Tu te rappelles bien la période juste après le départ de Ben Ali, il y avait des gens qui étaient pour le rôle politique de l'UGTT, d'autres qui l'assomment de jouer uniquement un rôle syndical, purement syndical, social et de quitter le champ politique. Il y a aussi un phénomène aussi assez intéressant, les mêmes partis politiques qui critiquaient l'UGTT au moment où l'UGTT soutenait Qasba 1 et Qasba 2, ces mêmes partis politiques demandaient à l'UGTT de jouer un rôle politique au moment du gouvernement de Troïka. Donc cette passion-là du débat autour de l'UGTT m'a poussé à me pencher sur ce sujet-là et d'essayer de comprendre la dynamique interne de mobilisation de l'UGTT. L'enjeu pour moi, c'était de sortir de cette réflexion sur l'UGTT en boîte noire. L'UGTT, la boîte noire que personne maîtrise. L'objectif pour moi, c'est d'ouvrir cette boîte noire, essayer de comprendre son fonctionnement, la manière dont elle a géré ses clivages internes, parce que comme toutes les organisations politiques, pendant la révolution, l'UGTT aussi a été traversée de plusieurs conflits et de plusieurs clivages. Donc voilà. Et deuxième élément, bien évidemment, comprendre l'identité de cette organisation-là. Alors, au lieu de me poser la question quel est le rôle politique de l'UGTT, je me suis intéressée à l'histoire du mouvement syndical, comment il a impacté le fonctionnement de l'organisation, et puis sur la partie que tu viens d'évoquer du 17 décembre 2010 au 14 janvier 2014, je me suis intéressée j'ai fait plusieurs entretiens avec des syndicalistes. L'enjeu pour moi, c'était on parle beaucoup des syndicalistes, on parle beaucoup de l'UGTT, mais ce qui est visible, c'était les discours officiels de la bureaucratie syndicale. On n'avait pas beaucoup d'éléments sur les différents niveaux hiérarchiques, sur ce qu'en pensent finalement les syndicalistes. Donc pour moi, c'était indispensable d'aller voir les syndicalistes, de voir quelle était leur représentation du rôle de l'UGTT à différentes périodes de ce processus révolutionnaire, quelles sont leurs déceptions, comment ils ont vécu cette période historique importante. C'était aussi fondamental pour moi de restituer les clivages, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de l'UGTT pour comprendre la fabrique de ce qui a été plus tard l'agenda politique et social de l'UGTT. Alors, je vais te répondre en deux temps. En fait, je ne fais pas de reproche à l'UGTT dans le livre, je cherche juste à restituer la parole des syndicalistes et à restituer tous les débats qui ont animé, les débats internes qui ont animé les syndicalistes lors de cette période historique. Par contre, à travers ces témoignages-là, j'ai essayé de répondre à la polémique. Qu'est-ce que l'UGTT? Est-ce que l'UGTT veut le pouvoir politique? Est-ce que l'UGTT est là pour maintenir les intérêts de l'élite politique et économique dans le pays? Est-ce que l'UGTT est là pour asseoir une dictature du prolétariat? Donc j'ai essayé de voir la perception des syndicalistes de cette polémique-là. Et là, il en ressort deux choses importantes. Le premier élément clé, c'est que l'UGTT, c'est une organisation politique plus qu'un syndicat au sens classique du terme. Depuis la naissance de l'UGTT, l'enjeu, c'était les ouvriers tunisiens qui étaient dans les syndicats français. Voyez que leur revendication a été reléguée au second plan. Est-ce qu'on est ouvrier ou tunisien avant tout? La réponse était, on est des Tunisiens, il y a un enjeu d'indépendance et il y a eu la création, il y a eu plusieurs tentatives d'indépendance du mouvement syndical tunisien jusqu'à la création de l'UGTT. Et puis il y a eu l'union entre l'UGTT et le Dusto. Donc dès le départ, l'UGTT est né
de la rencontre des luttes sociales et des mots d'ordre politique. Donc dès le départ, on a une articulation intime des luttes sociales et des luttes politiques. Et qui a fait que le GTT s'est donné pour mission d'avoir son mot à dire dans les débats politiques qui animent la société et bien évidemment défendre les revendications sociales et économiques. Ça, c'est par rapport à l'identité de l'UGTT. Ce qui s'est passé dans le processus révolutionnaire, c'est que l'UGTT, naturellement, était le refuge, comme disent les syndicalistes, des mouvements sociaux et du soulèvement populaire du 17 décembre 2010. Ensuite, il y a eu une deuxième période qui est la période de ce qu'on appelle transition. Ça, c'est l'appellation qui a concurrencé un peu l'appellation, le vocabulaire du processus révolutionnaire. Après le départ de Ben Ali, l'UGTT est rentrée de plein pied dans son rôle politique et elle était au centre des différentes expérimentations institutionnelles comme le Conseil national pour la protection de la révolution, la haute instance et plus tard le dialogue national pour trouver des solutions consensuelles entre ce que je disais tout à l'heure, l'aile un peu radicale qui est pour une rupture radicale avec le mouvement, avec l'ancien régime et une aile plus pour la continuité institutionnelle. Donc là on est le rôle de l'UGTT était plus une structure intermédiaire d'arbitrage, de construction de compromis, je dirais. Ce qui fait que les syndicalistes quand ils parlent de l'UGTT ils disent c'est complètement ils la voient plus comme une force d'équilibre. Moi j'aime bien cette appellation là, ils disent ni pouvoir ni contre-pouvoir, on est une force d'équilibre parce que du fait même de la constitution de l'UGTT qui regroupe différentes tendances sociales, différents secteurs, différentes régions, différentes sensibilités politiques, toutes les sensibilités politiques sont présentes à part bien évidemment Nahda qui n'est pas vraiment présente mais qui commence à être aussi présente dans l'UGTT. Cette composition originale fait que l'UGTT, contrairement à d'autres syndicats européens, c'est pas tant la ligne de clivage politique qui décide des positionnements, des stratégies de l'UGTT que des consensus souvent fragiles entre des intérêts sectoriels, des intérêts régionaux, des allégeances des fois par rapport à des personnes et voilà. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas reprocher à l'UGTT de jouer un rôle politique puisque c'est complètement lié à son identité dès le départ. Par contre, et là j'arrive à ta question, par contre, le dialogue national, c'était le moment où l'UGTT était au centre de la construction d'une solution politique. Et effectivement, il y a eu beaucoup de reproches à l'UGTT, notamment de la part des chômeurs, par exemple si on prend l'Union des diplômés chômeurs. En fait, ils disaient, ce qui s'est passé, c'est un consensus de classe entre les couches moyennes organisées de l'UGTT et l'élite politique et économique incarnée par le TICA. Donc là, il y a eu la critique qui a été faite de l'UGTT. Ok, c'est une solution importante parce qu'on a évité au pays la guerre civile, enfin pour aller faire simple, mais cette solution politique, et là il n'y a pas que l'UGTT dans la construction de cette solution, toute l'élite politique dans le pays a fait de l'agenda politique la priorité aux dépens des luttes, des revendications sociales et économiques de la révolution. Donc la critique a été faite, c'est est-ce que l'UGTT n'a pas été trop loin dans le rôle politique aux dépens des luttes sociales. Et c'est ce qui explique maintenant le retour en force des revendications sociales et économiques, à la fois dans le discours de la centrale et puis des polémiques encore une fois autour de la centrale. Ce qui se passe, et là c'est ce qu'on a vu aussi juste au moment de Qasba 1 par exemple et Qasba 2 plus tard, c'est laissez-nous travailler, les mouvements sociaux sont responsables de tout le chaos économique et social et cette attitude-là, les médias justement qui contribuent à cette propagande-là, c'est des médias qui protègent les intérêts des hommes d'affaires. Alors il y a eu un moment juste après l'attentat de Bardo, la rhétorique unitaire de nouveau, unissons-nous contre l'ennemi suprême qui est le terrorisme et arrêtez les grèves, arrêtez tout,
et on va lutter ensemble contre... Donc il y a toujours cette rhétorique unitaire qui revient tout le temps pour reléguer les enjeux sociaux au second plan. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a plusieurs fronts. Il y a une nouvelle vague de libéralisation imposée par les bailleurs de fonds. Et les bailleurs de fonds, quand ils financent, quand ils donnent de l'argent à l'État tunisien, c'est en contrepartie de réformes structurelles, qu'ils appellent eux réformes structurelles. Là, l'enjeu, c'est la privatisation du service public. Là, il y a l'enjeu aussi, donc là, tout le programme de la décentralisation qui peut aussi être critiqué sur plein d'aspects. Il y a l'enjeu de la dette, il y a l'enjeu du chômage. Donc, par rapport à ces grandes questions sociales, l'État, le gouvernement n'a aucune vision, à part exécuter les bailleurs de fonds. De l'autre côté, il y a les mouvements sociaux, il y a l'UGTT qui dénonce ça sans forcément proposer une alternative claire. Et donc je dirais, si on revient à l'UGTT, l'UGTT est devant la croisée, elle est à la croisée des chemins. La force de l'UGTT venait du fait de sa capacité à articuler lutte politique et lutte sociale. Alors, enjeux sociaux, je ne parle pas uniquement des augmentations salariales, hein, c'est un mot à dire sur les questions comme le chômage, la dette, la privatisation du service public. Donc l'enjeu pour l'UGTT maintenant, est-ce qu'ils vont continuer à être juste une force de pression et de négociation, ou ils vont être capables d'être une force de proposition pour pouvoir mieux défendre les intérêts de leurs affiliés dans un champ politique en pleine mutation avec le pluralisme syndical et le pluralisme politique. Donc, et là, dans les mouvements sociaux aussi, je distingue les luttes syndicales, hein, parce que les membres de l'UGT sont organisés dans leur agenda, et puis les chômeurs qui ont une grande force politique, une nouvelle force sociale dans le pays, mais ils ont du mal à avoir une organisation et un vrai discours alternatif. Donc d'un côté, c'est fragile. On a des mouvements sociaux un peu partout qui éclatent un peu partout dans le pays parce que c'est normal, c'est la cherté de la vie, il n'y a aucune alternative. Un gouvernement exécutant des injonctions des bailleurs de fonds sans aucune vision politique, hein, c'est bien beau les technocrates, les compétences, mais ils n'ont il n'y a pas de profondeur politique. Je prends juste le slogan qu'on entend souvent, une rhétorique qu'on entend souvent dans les médias. Maintenant, arrêtez les grèves, arrêtez le sabotage, patientez un peu et tout ira vers le mieux. Les gens ne peuvent pas patienter s'ils n'ont pas de visibilité sur ce qui va être fait. Donc on ne peut pas demander aux grévistes ou aux chômeurs de patienter sans présenter un minimum de vision, comment on voit le bassin minier, comment on peut... Le bassin minier, c'est une catastrophe environnementale, sociale et économique. Et je dirais, l'enjeu maintenant, que ce soit au niveau national, c'est l'affaiblissement de l'État. Alors justement, ça c'est un des enjeux aussi importants par rapport à un État qui est affaibli. Quel rôle peut jouer une organisation comme la centrale syndicale? Et là, ce qu'on remarque au sein de l'UGTT, c'est au clivage historique qui opposait bureaucratie syndicale proche du parti au pouvoir et des secteurs ou des fédérations plus autonomes. On a un autre clivage d'une autre nature entre une partie qui est pour la négociation avec l'élite économique et politique en contrepartie de petite augmentation salariale, et une aile plus radicale, d'où le dernier discours de Harvey, c'est qui exige de l'UGTT d'être une force de proposition et de remettre les questions, la priorité sociale, les questions sociales au centre du projet émancipateur qui s'est fixé au moment de sa constitution. C'était en arabe, il disait Mashroua Taharrouli. Mashroua Taharrouli, c'est un projet émancipateur qui englobe enjeux politiques et enjeux sociaux. Et c'est la manière dont l'UGTT va être capable de répondre à ce défi qui déterminera l'avenir de la centrale.